Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette table ronde consacrée au podcast et à l'hyper-distribution avec cette question: quelle synergie créer entre éditeurs et plateformes tierces? C'est la question clé. On sait que le nombre de podcasts disponibles ne cesse d'augmenter. On a parlé des questions éditoriales et des questions de production dans plusieurs tables rondes aujourd'hui. Maintenant, le problème, je dirais, c'est de faire écouter ces podcasts qui ont été produits, de les faire écouter, de les monétiser. Et c'est là le cœur des questions dont nous allons parler au cours de cette table ronde jusqu'à 18h30. Autour de la table, des éditeurs et des plateformes. Et pour faire les présentations rapidement, je vais demander à chacune et à chacun de présenter succinctement ses activités. Alors, dans la team éditeur, j'ai Alice Boricka. Tout à fait, c'est ça. Alice Boricka, bonjour à tous. Qui est directrice adjointe audio-digital pour le groupe M6. Alors, quels sont les contenus que vous avez à diffuser? Alors, nous, on a tous les contenus des 3 radios du groupe M6, c'est-à-dire RTL, RTL2 et Fun Radio. Donc, tous les contenus antennes, donc replay, puis tous les contenus natifs originaux qu'on crée sur le digital. Il y a du podcast natif? Il y en a. Maintenant, on essaie de moins faire la distinction entre les deux. C'est ce que je disais à mes camarades juste avant. On pense à un contenu et après, on réfléchit à sa distribution, à la stratégie. Est-ce qu'on commence par le digital? Est-ce qu'on commence par l'antenne? Est-ce qu'on le met 24 heures avant sur le digital avec un fenêtrage? Voilà. On pense d'abord au contenu, puis après à la distribution. Mais en effet, il y a des contenus originaux qui sont créés. Alors, toujours dans la team éditeur, Lorenzo Benedetti, président de Paradiso Media. Quels sont les contenus que vous avez à diffuser? Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir. Donc Paradiso Media, c'est un studio qui travaille en exclusivité avec des plateformes. Donc on les diffuse à travers les plateformes. Donc à ce titre, par exemple, en partenariat avec Spotify, on produit tous les contenus de Brut. Donc autour de 2 marques, La Quotidienne et Défense de Filmer. Et on a travaillé aussi avec Cybelle sur une série documentaire ou une fiction. Voilà, on travaille avec les différentes plateformes du marché. Ça, c'est notre cœur de métier. Audible également, Amazon Music. Et à côté de ça, on a une vingtaine de podcasts qu'on a produits nous-mêmes, qu'on a diffusés nous-mêmes sur différentes thématiques, le documentaire, la fiction et la jeunesse. Par exemple, on fabrique tous les contenus de l'école des loisirs en partenaire avec eux. Voilà. Et donc ça, c'est notre stratégie en France, une stratégie qu'on duplique aussi à l'international, parce qu'on a une filiale aux États-Unis qui fait la même chose que nous, c'est-à-dire travailler avec des plateformes d'exclusivité ou développer soit des adaptations de nos contenus français, soit des séries originales. Voilà. Et ça fait 3-4 ans qu'on existe et on est à peu près une quarantaine de personnes dans le monde. Voilà. Alors ça, c'était la team éditeur. Maintenant, la team plateforme. On a parlé de Cybelle et Virginie Maire, vous êtes la présidente et cofondatrice de Cybelle. Quelles sont les caractéristiques de votre plateforme? Alors bonjour à tous, merci. Alors effectivement, Virginie Maire. Alors Cybelle, c'est une plateforme qui est référente sur l'audio parlé, à savoir, vous allez retrouver sur Cybelle tous les contenus, que ce soit du podcast, de la fiction, du documentaire, des histoires pour les enfants, des livres audio. Donc voilà, on va retrouver sur Cybelle vraiment toute la profondeur de catalogue et toute la richesse qu'offre l'audio. On est sur un modèle d'abonnement, puisque on est sur un modèle freemium, pardon, et donc on a une partie d'abonnement avec la possibilité de s'abonner à Cybelle Plus pour 3,99 € par mois, et donc avoir accès en illimité à la totalité du catalogue, sans publicité, les créations originales dont parlait Lorenzo, qu'on a pu faire, et beaucoup d'autres, mais également des licences qu'on a avec certaines marques type Disney ou des Media One ou autres. Donc voilà, donc on est une plateforme de distribution. Contenu en français ou en plusieurs langues? Contenu aujourd'hui principalement en français, et on a également un MVP en espagnol aujourd'hui. Ok. Également dans l'équipe plateforme, Xavier Filleul, directeur des opérations de Radioline. Alors c'est quoi les caractéristiques de la plateforme Radioline? Bonsoir. Radioline, c'est 15 ans d'âge. C'est un début avec Orange qui lance un projet qui s'appelle la Live Radio en France. Et puis depuis, on s'est émancipé d'Orange.
On a plus d'une 50aine de partenaires internationaux et on agrège au dernier décompte la plus grosse base de données mondiale de radio, podcast natifs. Et les services sont disponibles sur l'ensemble des terminaux en 18 langues. Donc on a en France 25% de notre audience qui est fait sur la France, le reste à l'étranger. Mais on est partenaire de Virgin, de Huawei, de quelques grandes marques comme ça, aussi bien sur la télé connectée et maintenant dans la voiture, puisqu'on a certaines marques qui nous mettent par défaut dans le dashboard en fait. Donc, on trouve du flux et de l'audio à la demande, les deux. Oui, absolument. Oui. Même si ça reste historiquement plutôt une plateforme de radio. Le replay marche très très bien, mais on a quand même quelques podcasts natifs qui se distinguent et qui commencent un peu à grignoter les replays. Alors voilà, les présentations succinctes sont faites. Alors, on va parler donc hyper-distribution. Alors, peut-être un essai de définition de ce mot. Il est lié aux caractéristiques techniques du podcast, à savoir la diffusion par un flux RSS, et aussi aux caractéristiques de l'écosystème qui est éclaté entre de multiples plateformes de diffusion ou applications. Et pour ne citer que les plus grosses, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podcast Addict, beaucoup d'autres encore. On pourrait citer YouTube aussi, peut-être. On va voir s'il faut le mettre aussi dans la catégorie des plateformes audio. Pour simplifier, on va dire que pour les éditeurs, l'enjeu est toujours de trouver le meilleur mix entre audience la plus large et monétisation la plus efficace. Pour les plateformes, l'enjeu est de proposer la plus large offre possible pour monétiser via la publicité ou via des abonnements. Alors, comment faire? On va essayer de répondre à cette question. Alice, chez M6, qu'est-ce que vous attendez des plateformes? Nous, aujourd'hui, on est toujours dans une stratégie d'hyperdistribution. En tout cas, le cap n'est pas passé et pour l'instant, le but est vraiment de la modérer, de la maîtriser. En tout cas, au mieux, comme vous l'avez dit, le marché il est hyper morcelé. Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de petits acteurs qu'on n'arrive même pas à joindre. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de contacter chaque acteur et de faire un partenariat pour maîtriser au mieux nos marques, la mise en avant de nos marques. Je dois comprendre que le plus gros service chez vous, c'est le service juridique? Oui, c'est une très grosse partie en effet de ces accords-là. On passe beaucoup de temps avec Virginie notamment. Mais oui, mais l'enjeu, il est vraiment là. Il est vraiment de trouver un partenariat cohérent avec la marque et de pouvoir vraiment mettre en avant nos trois marques de la meilleure des façons. Parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes qui ont encore des vieux logos qui traînent, voilà. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important de créer un lien, en tout cas, avec toutes ces plateformes. Alors, Radio France a été le premier acteur à mettre en place une chronologie des médias en accord avec certaines plateformes dans le cadre d'accords de distribution, diffusion sur les plateformes pour une période limitée et ensuite les podcasts rapatriés et uniquement disponibles sur les applis et les sites maison. Est-ce que vous allez les suivre dans cette direction chez M6 ou c'est pas du tout votre stratégie? Si, on les suit depuis longtemps, mais pas de façon, en tout cas, ça n'a pas été fait de façon réfléchie de cette façon-là, c'était plus technique. On a une profondeur de catalogue en externe qui est de 100 contenus. Là où en interne, sur nos propres serveurs, on a l'exhaustivité de l'offre. Donc, naturellement, techniquement, on l'a fait. En fait, on a restreint l'externe. Maintenant, on essaie de communiquer plus là-dessus en disant que si on veut davantage d'archives, en tout cas, il faut venir plutôt sur nos plateformes. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux utilisateurs qui nous consomment en externe. Mais oui, techniquement, en tout cas, on le fait depuis très longtemps. Lorenzo, pour vous, chez Paradiso, vous m'avez expliqué en préparant cette table ronde que la discussion avec les plateformes passe notamment par des demandes d'exclusivité de la part des plateformes. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on vous contacte sur ce point? J'aimerais bien qu'elle nous contacte. C'est plutôt l'inverse qui se passe. En fait, depuis maintenant 3-4 ans, il y a un marché effectivement des programmes qui sont produits en exclusivité pour les plateformes. Ça rejoint un besoin que les plateformes ont de se différencier, de se distinguer pour avoir des catalogues différents, pour avoir des logiques d'affinité aussi et de recruter des auditeuristes. Donc en fait, chaque plateforme a ses impératifs et ses recherches et voilà, et a ses souhaits. Et nous, en fait, on a été assez rapidement, aussi parce que je viens de l'univers de la télé et des plateformes audiovisuelles, et donc forcément c'est un peu un automatisme de
de business, de se dire qu'on est producteur, donc on va aller aussi là où il y a le financement et puis là aussi il y a le besoin de contenu. Donc on a été directement voir des plateformes comme Sibel ou Spotify ou Amazon Music, avec qui on vient de sortir une collaboration là, il n'y a pas très longtemps autour d'un talent qui s'appelle Clara Mars. Et à chaque fois, en essayant d'écouter ce que les plateformes veulent, et ensuite de travailler avec nos talents pour proposer des bibles, des développements en fait. Et ensuite, ça débouche vers une commande, un préfinancement qui généralement couvre la totalité du budget de production. Et voilà. Et ensuite, ce programme est diffusé exclusivement sur la plateforme en question et vient fleurir les exclusivités qui sont évidemment mises en avant. Pour nous, c'est au-delà de l'intérêt financier, c'est un intérêt aussi de mise en avant. Comme vous le disiez, il y a, je crois que 3,5 millions de podcasts dans le monde entier, émerger dans une jungle, dans une espèce de foisonnement de projets et de créativité, c'est pas évident. Et les plateformes, aujourd'hui, sont des partenaires de Paradiso pour nous aider à faire émerger les contenus, avant tout. Et évidemment, aussi de nous aider à les financer. Et vous m'avez dit aussi, en préparant, que lorsque vous lancez vos propres podcasts que vous diffusez vous-même, sans accord particulier avec les plateformes, il est impossible de trouver la rentabilité en année 1, même sur un podcast qui marche plutôt correctement? Alors, en fait, ça dépend du type de projet. Effectivement, le marché s'est orienté vers ce qu'on appelle la série limitée il y a 2-3 ans, un peu pour singer les Netflix et compagnie. Mais en fait, on s'est assez vite rendu compte que sans le soutien d'une plateforme, c'était très difficile de faire émerger une série de podcasts sur 8 épisodes. De la faire émerger, c'est possible, mais de la monétiser correctement, c'est quasiment impossible si le flux dans lequel vous mettez la série n'est pas déjà un flux puissant, qui a déjà une audience. Donc, se sont développées des stratégies un peu différentes et alternatives. Donc, pour répondre à votre question, oui, c'est aujourd'hui, ça fait partie de notre stratégie d'essayer de pérenniser des flux puissants, donc d'essayer de trouver des concepts qui puissent en fait se succéder autour d'une même verticale ou une même thématique pour essayer de faire de la série, mais tout en étant quand même dans une logique de verticale. Sinon, en fait, aujourd'hui, les podcasts qui se monétisent très bien, même peut-être en année 1, ce sont les podcasts de talk qui sont très peu chers à la fabrication et qui, en fait, sont tellement légers qu'ils ont un point d'équilibre financier qui est pas très important. C'est vrai que nous, quand on fait des séries, que ce soit documentaire, fiction ou même jeunesse, il y a une ambition, on rémunère tout un tas de gens qui travaillent, des autoristes et puis aussi des réalisateurs, plein d'intervenants, des comédiens parfois, qui fait que on arrive à des budgets qui peuvent être entre 300 et 600 € la minute. Donc ça n'a rien à voir avec le talk. Et là, pour ça, il faut qu'on fonctionne un peu différemment. Xavier, voilà, on a entendu quelques-unes des attentes des éditeurs. Qu'est-ce que vous leur proposez dans les deals que vous signez chez Radioline? Il y a de l'argent, il y a quelque chose? Alors, il y a plus que ça. Non, l'argent, enfin, pour être très, très concret, je pense qu'on attend tous quand même la grande vague de la publicité audio on va y venir. Digitale. Là, on pourra rémunérer comme il se doit. On a tous notre planche, mais on attend juste la vague. Donc, on en est là. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que nous, notre objectif premier, ça reste quand même les auditeurs. C'est-à-dire que nous, on crée des services qui simplifient la vie des auditeurs, parce que sinon, il n'y a pas besoin des agrégateurs. Enfin, l'agrégateur, lui, il est là pour recréer cette espèce de point unique comme en FM, avec un tuner, où au même endroit, on peut se balader dans des contenus avec des fonctionnalités, avec une richesse de contenu, etc. Donc, faire des catalogues, faire toute cette curation. Donc ça, c'est plutôt notre job. Sur Radioline, c'est quoi les choses qu'on trouve qui facilitent la vie de l'auditeur, justement? Alors, on vient de lancer 2 grosses fonctionnalités qui sont premièrement si vous vous loguez, vous pouvez basculer d'un device à l'autre, donc de votre mobile à la télé, à la voiture, en ayant cette continuité d'écoute. Donc ça, c'est pour nous important. Et deuxièmement, c'est de pouvoir, quand j'écoute une radio musicale, de pouvoir ajouter le titre que j'écoute en un clic à ma playlist, Deezer ou Spotify. Parce qu'on découvre encore de la musique à la radio, et donc simplifier la vie et puis incarner finalement cet acte de prescription, ça nous semblait important, surtout dans un contexte de voiture. Sinon, on chasame le titre en conduisant et après on le tape à la main dans son Deezer. Donc ça marche pas. On peut le lier, hein.
Oui, récemment. Sur Spotify, en tout cas. Oui, sur Spotify, mais pas Deezer. C'est pour ça que je disais Deezer, mais c'est récent. Donc voilà, à quoi on sert, c'est plutôt à ça. Et donc du coup, on a développé toute une interface qui permet à chaque éditeur de contenu de retrouver ses statistiques, de retrouver son contenu, de changer lui-même l'ensemble de ces éléments, changer son logo, ajouter un flux. Il a la maîtrise complète. Parce que quelque part, c'est son contenu. Nous, on est assez neutre là-dessus et on essaie d'être le plus neutre possible. Et on va aller un petit peu plus loin puisqu'on sait qu'il y a des attentes sur de partage de data. Donc, c'est le prochain chantier qu'on va mettre en place avec les éditeurs, de savoir quel type de data vous intéresse. Est-ce que c'est les data de consommation? On est dans une voiture, c'est l'horaire, c'est quoi? Qu'est-ce que nous autorise la RGPD? Tant qu'à faire, respectons un petit peu les choses. Et au niveau international, parce que chaque pays a ses... Mais bon, les éditeurs ont à peu près tous une idée très claire de ce qu'ils veulent, donc ça va nous aider à formaliser ces échanges qui sont, à mon avis, souhaitables. J'ai l'impression, à vous écouter, qu'il y a un champ de bataille particulier autour de la voiture et de l'écoute en voiture. C'est qui les acteurs de cette bataille et c'est quoi l'enjeu de cette bataille? Alors, on va dire que contrairement à un store classique de mobile où chaque radio va pouvoir faire son application, les places sont très très chères dans la voiture parce que même s'il y a des stores qui vont être disponibles et qui sont déjà disponibles, notamment Google Automotive Services, il y a une barrière technologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas chez Android, c'est Android Automotive, donc c'est une version particulière, un OS particulier embarqué. Il y a des versions Linux qui sont aussi embarquées. Il y a des questions très très contraignantes de ce qu'on appelle distraction du conducteur qu'il faut respecter. Enfin, il y a toute une chaîne de questions qui sont quand même difficiles à aborder. Et puis surtout, un constructeur auto, il cherche des acteurs qui puissent proposer un contenu où il vend les voitures. Donc, si possible mondial, avec des bonnes métadonnées, avec une bonne qualité de service. Il faut que les serveurs suivent, parce que sinon, il va y avoir un effet très déceptif. Donc, on n'est pas tellement d'acteurs, d'agrégateurs de ce niveau-là, on va dire, pour permettre un service qui ne plante pas, quoi. En sachant que l'IP ne marche pas partout. Donc, ça veut dire aussi être en capacité de switcher, pour les constructeurs qui le veulent, sur un flux FM ou DAB. Donc, ça ouvre un nouveau chantier qui est celui de la radio hybride, parce qu'en voiture, la radio, c'est un must-have. C'est pas une fioriture, c'est un vrai sujet. Et s'il y a bien un environnement où la radio a du sens, c'est la voiture. Donc, c'est sérieux. Virginie Maire, vous êtes chez Sibel dans une position un peu différente en tant que plateforme. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux éditeurs? C'est quoi les termes de l'échange? Alors, les éditeurs, nous, depuis l'origine, en fait, de Sibel, notre leitmotiv, c'est de financer la création. On en parle beaucoup, le modèle économique, le podcast, comment est-ce qu'on peut financer des créations, quand on est en train de parler de ces créations ambitieuses dont parlait Lorenzo, voilà, comment est-ce qu'on trouve ça? Nous, aujourd'hui, Sibel, depuis la création de Sibel, on a investi plus de 2,5 millions dans la création au global. Donc, c'est comment est-ce qu'on va trouver ce modèle économique, parce qu'on parle beaucoup de la publicité. Nous, on est sur un modèle d'abonnement et donc c'est comment est-ce qu'on partage cette valeur qui est créée, qu'on crée ensemble, pour qu'il y ait un modèle économique qui aille plus loin que ce qui est aujourd'hui, comme le disait Lorenzo, aujourd'hui très compliqué d'amortir, de trouver des rentabilités sur ces contenus-là. Donc aujourd'hui, nous, pour être clair, on reverse 70% aux créateurs sur cette partie d'abonnement. Donc il y a toute cette partie de financement. Quand vous encaissez 3,99, 3,90, il y en a 70% qui sont partagés entre les différents créateurs présents sur la plateforme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc au prorata de l'écoute, tout bêtement, de combien la personne qui a payé 3,99 €, si elle écoute 100% d'un seul podcast, il y aura 70% de ces 3,99 € qui vont repartir sur le créateur de ce podcast. Donc voilà, ça, l'idée, c'est vraiment de pouvoir
monétiser correctement et d'avoir un vrai cercle vertueux qui va se créer entre la plateforme et les créateurs et créatrices qui vont être sur cette plateforme. Donc voilà, donc ça c'est un point qui est assez central pour nous. Il y a évidemment derrière ça, c'est aussi d'avoir accès à des dashboards qui vont être dédiés pour avoir accès à la totalité de sa data sur Sibel, parce que oui, c'est un point central aussi de savoir, enfin, rien tel que de connaître ses audiences quand même pour pouvoir leur parler et pour pouvoir adapter en fait ce qu'il faut, parce que oui, nous on est avant tout à l'écoute, nous on est une plateforme, donc avant tout à l'écoute de nos auditeurs qui sont sur la plateforme, qu'est-ce qu'ils vont attendre, et donc pour avoir cette information, c'est effectivement à quelle heure ils vont écouter le podcast, quel type de podcast ils vont écouter. Ils n'écoutent pas le même genre le matin que après 22h quand ils vont se coucher. Donc voilà, donc c'est d'avoir toute cette richesse de la data pour pouvoir s'adapter au mieux en termes de longueur de podcast, en termes et alors après il y a un autre point qui est assez central pour moi par rapport à ce que vous disiez en introduction, c'est pour cet auditeur, c'est la découvrabilité en fait de ces contenus. Qui est un enjeu clé pour que le podcast puisse continuer sa croissance comme elle a aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, une personne est abonnée entre 3 et 4 podcasts qui suit régulièrement avec cette récurrence qu'on peut avoir sur chacun de ces podcasts. C'est comment est-ce qu'on va lui proposer d'autres choses pour qu'il puisse aller découvrir de nouveaux podcasts, de nouveaux flux qui sont arrivés. Donc, c'est d'avoir des algorithmes de recommandation qui vont permettre à l'auditeur, au listener, de découvrir des nouvelles choses qui vont être en adéquation, évidemment, avec les goûts de chacun, en fonction de la journée, en fonction de tout ça. Donc, c'est de trouver la bonne adéquation entre ce contenu et tout le contenu de qualité qui est produit aujourd'hui, parce que et ça c'est quand même assez génial, le foisonnement justement de contenu de qualité aujourd'hui qui est disponible, c'est de pouvoir le proposer aux bonnes personnes au bon moment, et donc oui, effectivement, nous aussi on a ce point-là d'être disponible partout tout le temps. Donc, de pouvoir accompagner notre auditeur, voilà, le matin, il est en train de se préparer sur son Alexa, il va lancer la skill Sibel avec son podcast. Il va dans sa voiture, on vient d'annoncer la semaine dernière un partenariat avec Renault. Donc, on est disponible en fait en embarqué dans la nouvelle Mégane qui est sortie, la nouvelle Mégane E-Tech qui est sortie la semaine dernière. Et donc, de pouvoir continuer son écoute, de l'accompagner avec ses AirPods quand il va chercher un sandwich le midi, et le soir d'aller lui raconter une histoire pour qu'il s'endorme. Donc voilà, donc c'est d'avoir tous ces bons contenus, d'avoir le bon contenu au bon moment, de pouvoir l'accompagner, et derrière évidemment de pouvoir créer, pour qu'on ait tous ces bons contenus de qualité, il faut qu'il y ait un modèle économique en fait pour que les producteurs puissent produire. Alors, il y a quelque chose de nouveau dans ce que vous faites, c'est que la radio en France a toujours été gratuite, au sens pas payante en tout cas, par l'auditeur directement. Le podcast a été gratuit depuis l'origine jusqu'à il y a très très peu d'années. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut déclencher un abonnement? Quel type de contenu, quel type de proposition? Ou bien est-ce que c'est le mix entre la proposition et la facilité, la continuité d'écoute que vous proposez? C'est quoi le déclencheur de l'abonnement? Alors, le déclencheur de l'abonnement, en fait, moi, je vais juste revenir et refaire un petit parallèle sur... on n'est heureusement pas les premiers à faire de l'abonnement pour avoir accès à un bien culturel. Mais sur l'audio, je parle. Oui, mais en fait, si on fait le parallèle avec la vidéo, tout le monde était convaincu que la télé, c'était gratuit, malgré la redevance qu'on peut payer, bref, peu importe. Il y avait des télé payantes quand même qui existaient. Il y avait des télé payantes, mais ce n'était pas du tout la majorité. J'ai en mémoire un patron de chaîne qui, à l'époque, disait Netflix, ils sont sympas avec leurs 3 abonnés, on verra ce que ça donne plus tard. Bon, le plus tard, voilà, c'est un Spotify qui devait se battre contre le téléchargement illégal pour la musique, et qui finalement aujourd'hui arrive à faire payer un abonnement pour avoir accès à de la musique de par son produit, de par tout ça. Mais je reviens quand même sur ma question. C'est quoi qui déclenche l'abonnement?
Donc en fait, ce qui se passe, ce qui a pu se passer sur l'audiovisuel, qui a pu se passer dans le streaming musical, c'est en train aujourd'hui, cette révolution dans l'audio qui a justement pas eu lieu. La radio, ça a 100 ans. Et finalement, cette révolution n'a jamais eu lieu. On est le flux RSS, vous en parliez, en termes de technique, c'est quand même une technique qui n'a pas évolué depuis le lancement du flux RSS. Ça a 20 ans. Et donc, il n'y a jamais eu cette révolution. Donc, moi, je reste convaincue que le contenu, évidemment, et Lorenzo en parlait, du contenu exclusif qu'on peut avoir, qui va être très différenciant sur certaines plateformes, ça va évidemment aller attirer. Alors après, on va se retrouver avec des plateformes de SVOD où finalement on se dit ah non mais alors attends, moi je veux regarder Succession, mais c'est sur quelle plateforme déjà? Est-ce que j'ai ce bon abonnement? Donc voilà, donc on va retrouver ça. Donc il y a évidemment le contenu et l'exclusivité de ce contenu qui va être un point important. Il y a, au même titre que sur le streaming musical, l'expérience. Et ça, c'est aussi vrai en SVOD. Aujourd'hui, on consomme 5 fois plus de séries qu'avant l'existence de Netflix et de la SVOD, parce qu'on a cette expérience produit qui permet justement d'avoir quelque chose d'ultra fluide où on va aller consommer de plus en plus. Donc je reviens à mon point de la découvrabilité du contenu qui est clé pour continuer cette expérience, et cette expérience utilisateur, elle est vraiment clé pour que tout ça puisse se développer correctement et pour qu'on ait cet achat-là. C'est le ras-le-bol des pubs. Et c'est du coup d'avoir un service sans publicité. Donc c'est le cumul en fait de tous ces bénéfices utilisateurs qui vont faire que oui, effectivement, ça va déclencher un achat sur un abonnement supplémentaire. On me dit souvent, bah oui, mais bon, on est déjà abonné effectivement à un streaming musical, plus à un service de SVOD, voire 3 services de SVOD. Il va encore falloir se prendre un nouvel abonnement. Mais en fait, l'évolution de ces abonnements qui sont pris, c'est assez logique aussi. Et on voit ce développement qui se fait au fur et à mesure dans cet écosystème de la culture, de manière très large. Et de la volonté en fait des gens d'avoir cette expérience, d'avoir des contenus de qualité et donc de pouvoir créer et d'avoir un écosystème qui soit viable. Est-ce que, alors pour qui veut répondre, est-ce que Apple Podcast pèse toujours aussi lourd dans la distribution des podcasts? Je vais commencer. Nous, c'est très très lourd, c'est beaucoup. C'est combien beaucoup? C'est plus de la moitié? Oui. Donc oui, Apple, c'est vraiment le plus gros. Apple, c'est vraiment le plus gros partenaire qu'on a en distribution aujourd'hui. On travaille sur beaucoup de choses avec eux. Partenaire, oui, on peut le dire. Ouais. En tout cas, on discute. Vous arrivez à leur parler? On arrive à leur parler, on arrive à mettre en place des choses. Ça se passe plutôt très bien. Comme on disait, le nerf de la guerre, c'est vraiment pour nous d'être mis en avant sur ces plateformes pour faire de l'audience, pour faire connaître nos contenus. Et c'est vrai que les partenariats qu'on fait avec Apple nous aident beaucoup pour mettre en avant les nouveaux projets sur leur plateforme. Forcément, avec le volume d'écoute qu'ils ont, dès qu'on a un podcast qui est mis en avant sur la homepage d'Apple Podcast, c'est énorme. Donc oui, Apple pèse beaucoup. Non, pour compléter, effectivement, il y a un rattrapage, on l'a vu, enfin après c'est des chiffres qui sont publics, il y a eu des études, il y a un rattrapage sur certaines cibles, notamment les 18-35 de Spotify qui clairement passent devant. YouTube, vous le citiez tout à l'heure, qui est en fait la deuxième plateforme au monde pour l'écoute de podcasts sur cette même cible des 18-25, 18-35. Donc voilà, ça bouge en fait. Et c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est les nouveaux abonnés qui dilue la masse. C'est pas que au final, il y a un équilibre des forces, mais c'est l'étude qui est une étude Cumulus qui est sortie il y a 6 mois à peu près, peut-être un peu plus, montrait justement que dans les nouveaux abonnés, Spotify avait capté le plus, et c'est aussi parce que ces nouveaux abonnés qui découvraient le podcast étaient plutôt parmi les plus jeunes. Donc ces jeunes-là découvraient le podcast via Spotify, entre autres, parce qu'il y a d'autres plateformes qui sont aussi sur cette cible-là. Donc voilà, donc ça c'est ce que je peux apporter en complément. Pour compléter ce que tu disais sur la partie engagement à payer. Je pense qu'effectivement, tous les contenus sur lesquels la publicité soit est en saturation, soit est pas appropriée, comme par exemple les contenus jeunesse, nous, on a une offre payante très niche
autour de contenu jeunesse 4-9 ans. Qui d'ailleurs grâce à Apple Podcast et la promotion qu'ils en font et c'est classé la première offre jeunesse en fait sur Apple Podcast et la deuxième toute catégorie confondue. Devant nous il y a juste Ondelat avec des meurtres et après il y a des histoires pour les enfants. Voilà, c'est dans le classement. Et donc c'est des histoires. Voilà, c'est des histoires aussi, ouais, effectivement. Mais c'est pour montrer que les gens sont prêts à payer pour ces histoires-là, parce que c'est un environnement safe. Mais je pense que Cybèle, c'est la même chose. Un des moteurs d'abonnement aussi, c'est les contenus famille, les contenus jeunesse, ça cartonne. Donc, ouais. Et après, il y a tout ce qui est ultra niche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui gagnent beaucoup d'argent, notamment aux États-Unis, avec du podcast en abonnement, grâce à des services comme Patreon. Ils gagnent parfois plusieurs millions de dollars. Et il y a aussi des revenus additionnels payants dont on ne parle pas, mais qui ne sont pas forcément liés à l'accès au contenu, mais qui sont par exemple les tournées aux États-Unis notamment que peuvent faire les podcasteurs, l'enregistrement de podcasts en live. Mes camarades de Binge Audio en font beaucoup avec Sophie-Marie Laroui, des enregistrements en public, avec une billetterie. Bliss, Clémentine Gallet a fait un Trianon blindé. Donc ces revenus qui sont des revenus payants sont des revenus additionnels et on doit être des boîtes qui accompagnent les talents aussi sur ces revenus 360. La monétisation, elle se fait dans le podcast, malheureusement pas que sur un aspect, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur en fait. Vous avez parlé de Patreon et vous m'avez dit en préparant, Patreon, c'est pas pour tout le monde. Donc Patreon, c'est le fait de pouvoir collecter des dons ou une participation de son audience. Pourquoi c'est pas pour tout le monde, Lorenzo? C'est vraiment mon analyse personnelle. Moi, je viens à l'origine, d'ailleurs, comme Virginie, de l'univers flamboyant de YouTube, parce que j'ai commencé en gérant des chaînes YouTube et des talents sur le digital. Et c'est vrai qu'on avait coutume de dire que les gens suivent des gens, et en l'occurrence sur Patreon ou des formules comme Tipeee qui sont plus françaises. En fait, les gens vont s'engager vis-à-vis d'une autre personne dont l'univers leur plaît. Et donc, quand je disais que ce n'est pas pour tout le monde, c'est qu'il faut avoir vraiment un lien très personnel et une communauté très engagée. Et effectivement, c'est peut-être un peu plus délicat pour des grands médias d'aller sur Patreon, sauf si peut-être ces grands médias, comme par exemple à l'instar du Guardian en Angleterre ou de NPR aux États-Unis, qui fonctionnent beaucoup par dons, sont des médias qui fonctionnent sur une logique d'indépendance et donc qui vont clamer cette indépendance en disant d'intérêt public, d'intérêt général. Comme Mediapart qui dit voilà, seuls nos auditeurs nos lecteurs ou nos lectrices peuvent nous acheter. C'est le même principe. Donc voilà, c'est plus ça que j'expliquais en préparant. Alors derrière la question de la distribution, on trouve aussi forcément la question de la publicité. En préparant, j'ai entendu des choses assez différentes. Alors, question, est-ce que sur les plateformes, la publicité permet aujourd'hui de financer l'économie du podcast? Quelle est la taille du marché? Quels sont les CPM? Xavier, Oui, voilà. Non, mais, assez tôt, on a mis en place la régie publicitaire, une régie publicitaire avec Target Spot. Donc, voilà, je les cite. Et on s'aperçoit qu'effectivement, ils sont certainement les plus dynamiques, les plus actifs sur le secteur, mais le compte n'y est pas, enfin, très clairement. Donc non, la réponse est non. Aujourd'hui, ça ne permet pas de financer les contenus, ça ne permet pas de financer la plateforme non plus d'ailleurs. C'est pour ça que nous, on est vraiment plus sur un axe B2B ou B2B2C que purement B2C. Il y a plusieurs formes de publicité. Il y a ce qu'on appelle le host read, où les présentateurs ou animateurs du podcast présentent eux-mêmes les annonceurs. Ça, je crois que ça marche pas mal et que les CPM sont plutôt élevés. De toute façon, les CPM de podcast sont beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir en radio, c'est certain. Nous, comme on n'édite pas de contenu, on n'héberge pas de contenu, donc on ne fait pas de host read, on ne fait pas de mid-roll, on fait juste un pré-roll avec les radios qui nous ont donné l'autorisation avec partage de revenus. Donc ça, c'est du programmatique sur du pré-roll. Pas forcément du programmatique. D'accord. C'est du pré-roll. Okay. Et on est entre 5 et 7 euros CPM. Donc, ce qui est beaucoup mieux que le display. Ce qui est un peu moins que la vidéo qui est à 8-10, peut-être pas chez YouTube, mais normalement, on est à 8-10. Et voilà, alors qu'on peut monter à 25-30 sur le podcast. Hein, et le host read va encore plus loin, etc. Donc, mais ce n'est pas le même volume non plus. C'est-à-dire qu'on a des hauts CPM et des plus petits inventaires. Donc tout ça s'équilibre aussi. Chez M6, comment vous gérez ça? Est-ce que la pub est déjà sur les contenus au départ ou est-ce qu'il y a une pub spécifique pour ces modes de distribution-là?
En fait, sur le podcast, sur cet aspect-là, il y a vraiment pour moi deux catégories. Il y a vraiment le marché de la radio et des éditeurs radio. Alors ça, c'est voué à la frontière et on va se rejoindre au bout d'un moment, mais il y a vraiment les studios de podcast indépendants qui, eux, vendent beaucoup en Host-Read, qui arrivent à vendre directement avec la marque, à faire des vrais partenariats de valeur, etc. Nous, on est vraiment sur des gros volumes d'écoute et on vend en programmatique, en gré à gré. Et c'est vraiment des pré-rolls qui sont... Alors aujourd'hui, on arrive à essayer aux annonceurs à leur demander des pré-rolls adaptés au podcast qui ne sont pas les pubs criardes de la radio ou... qui pendant longtemps... Ça existe ça? Parce que moi j'en entends beaucoup encore. Ah mais il y en a toujours. On n'est pas encore... C'est insupportable en podcast. Oui, enfin, exactement. On écoute, surtout quand on est habitué maintenant au podcast, au Host-Read de Bliss, de tous ces podcasts-là qui sont très très bien faits, où la pub est très bien intégrée. Donc on essaye de les emmener par là, mais c'est encore très compliqué. Mais du coup, voilà, nous, sur côté M6, on est vraiment encore sur du pré-roll radio parce que c'est le plus gros volume qu'on vend. Et en général, on vend la radio et il y a une partie qui est distribuée sur le digital. Mais voilà, on essaye d'aller sur le Host-Read de plus en plus. Mais on a aussi des personnalités, nous, qui présentent nos podcasts. Donc, c'est très dur de demander à Laurent Ruquier, par exemple, de faire la pub de Colgate ou je sais pas. Donc, c'est très compliqué pour nous. C'est plus facile, je pense, quand on est soi-même créateur du podcast, d'intégrer ses marques, de le mettre dans sa voix. C'est vraiment pour moi deux activités différentes sur cet aspect-là, en tout cas, sur la pub. Lorenzo, là-dessus. Pour compléter sur la monétisation et pour apporter une perspective en comparaison avec les États-Unis, dernière étude IAB, les États-Unis, le marché publicitaire 1,4 milliard en 2021. Aux États-Unis, et si on compare les États-Unis et la population européenne, c'est la même population à peu près, en termes d'ensemble. Il y a un rattrapage évident parce qu'en Europe, on n'a pas 1,4 milliard de marché publicitaire podcast. On n'a pas un marché non plus. Inch'Allah, on aura ça bientôt. Mais donc ça, c'était pour les comparaisons de marché. Maintenant, je pense que c'est surtout une question d'inventaire et une question de préférence des annonceurs. Parce que en fait, je pense qu'on n'a pas l'inventaire de qualité. Alors, il y a l'inventaire radio replay qui est le plus puissant, et en fait celui qui peut de manière industrielle, et je dis pas du tout, je porte pas de jugement de valeur sur le contenu, mais celui qui peut de manière vraiment systématique et régulière livrer en fait et délivrer. Donc les radios et donc tout ce qui est volume. Donc le problème, c'est que les studios de podcast natifs et les créateurs de podcasts natifs, et c'est pour ça qu'on peut saluer l'arrivée d'acteurs sur le marché aussi qui vont arriver à rassembler ces inventaires comme Target Spot ou comme Acast ou d'autres, qui sont là pour rassembler ces inventaires et avoir une porte d'entrée unique et surtout professionnelle. Parce qu'on parle de YouTube, mais YouTube est une régie avant tout, est une plateforme et régie. Spotify, Apple Podcast, Sibel, c'est pas des structures de régie. Donc en fait, maintenant Spotify s'y met, mais ça date que d'il y a un an. Donc en fait, avant, il y avait une fusion entre hébergement, diffusion et régie. Donc l'économie des contenus digitaux, c'est fait comme ça aussi parce que les créateurs gagnaient de l'argent tout de suite. Mais nous, on gagne pas d'argent directement du post des contenus sur Spotify. Alors maintenant, avec Sibel, on a signé un accord avec le PIA. Effectivement, Sibel reverse une partie des revenus de l'abonnement. Mais ce n'est pas le cas sur les autres plateformes. Donc voilà, donc c'est juste pour dire que c'est, à mon avis, une question de centralisation des achats, en fait. Donc il faut qu'il y ait des régies qui embrassent l'ensemble des inventaires disponibles en natif, et aussi d'éducation des annonceurs et qui comprennent en fait que c'est un moyen d'engager l'audience. Comme aux États-Unis, voilà, il y a des annonceurs qui se posent pas de questions et qui mettent des montants, parfois 80% de leur budget des médias. Il y a même des marques qui se sont fait connaître pour n'investir que dans le podcast. Et c'est comme ça qu'elles se sont fait connaître. Donc voilà, c'est une petite précision. Voilà. Je veux juste ajouter un petit point, parce que nous, effectivement, on n'est pas une régie et on ne fait pas de pub. Donc, les podcasts qui sont diffusés sur Sibel avec de la publicité, que ce soit en Host-Read ou en programmatique, 100% de ces revenus, ça ne transite même pas chez nous, en fait. Donc, 100% de ces revenus restent chez les ayants droit. Je suis pas sûre qu'il y ait un podcasteur. Il n'y a pas que c'est pas le problème juste de Laurent Ruquier, je pense, de vendre du Colgate. Je suis pas sûre que ça les éclate complètement, aucun. Et je pense qu'il y a un vrai point aujourd'hui sur cette économie du modèle publicitaire qui ne permet pas et ne peut pas en fait permettre une économie qui soit viable pour les créateurs et YouTube, qui est effectivement avant tout une régie, c'est aussi avant tout une régie qui capte le principal de la valeur qui est créée. Plus,
qui captent cette valeur-là. Et cette valeur, elle ne va pas aux créateurs, ou en tout cas que en partie. Donc, je pense qu'il y a un vrai coup de dépoussiérage à faire aussi sur tout ça pour que ça aille mieux, quoi. Mais je pense aussi c'est aussi lié au marché français. Je pense qu'aux États-Unis, on est beaucoup plus habitué à avoir un animateur, un présentateur incarner une marque. Ça dérange moins. En France, on a un vrai blocage avec ça. Quand il y a une personnalité connue qui incarne une marque, ça gêne tout le monde, c'est critiqué. Et je pense que c'est plus accepté. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, dans l'univers des studios indépendants, en tout cas des créateurs indépendants, c'est que on accepte plus qu'ils aillent chercher des partenaires qu'une grosse radio ou une grosse personnalité. Donc c'est plus dans ce sens-là où il faut qu'on dépoussière aussi par rapport aux États-Unis ce côté blocage d'avoir une marque incarnée par une personnalité. Voilà. Alors vous qui êtes dans la salle, ça va bientôt être à vous de poser des questions si vous le souhaitez. Donc vous pouvez commencer à préparer vos questions. Avant ça, justement, parce qu'on a parlé de pub, donc il y a la question de la mesure d'audience. Le fait aujourd'hui qu'on n'ait pas finalement de mesure d'audience véritablement unifiée, est-ce que c'est pas un gros problème aussi ? C'est un gros problème parce qu'en effet, il y a 2 mesures officielles aujourd'hui, la mesure ISTAT Podcast et la CPM, qui sont les deux du marché. Naturellement, les éditeurs radio se sont positionnés sur ISTAT Podcast et les podcasteurs indépendants sur la CPM. Les volumes sont très différents, donc aujourd'hui, ce serait très compliqué de faire coïncider les deux secteurs. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va s'unifier. C'est sûr que dans le classement d'ISTAT Podcast, le 30e, donc le dernier, il est à 1,2 million, je crois, par mois. Il me semble que c'est un des premiers du classement de la CPM. Donc, on est vraiment sur des niveaux complètement différents qui sont liés, oui, à la radio, qui est un média très puissant et qui date de 100 ans aujourd'hui. Donc, heureusement qu'il arrive à des niveaux d'écoute de cet ordre-là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est compliqué sur le marché parce que nous, on a vraiment envie de faire merger les deux. On a vraiment envie qu'il n'y ait plus de frontières entre le natif et le replay. Nous, au sein de nos contenus, on essaie d'arrêter de dire c'est un natif, c'est un replay, c'est un contenu, en fait. Et après, on voit comment il est distribué. Et du coup, pour nous, ça va nous aider si on arrive vraiment à avoir un seul classement. Mais aujourd'hui, avec les volumes qu'il y a, c'est encore compliqué de coïncider les deux. Xavier, peut-être sur cette question de la mesure, parce que je sais que c'est l'un des chantiers du GEST. Oui, alors une de mes responsabilités, c'est de m'occuper de cette commission audio-digitale du GEST depuis 22 ans. Et donc, un des groupes de travail, c'est exactement ce sujet-là, en sachant que pour le moment, la mesure d'audience, c'est la mesure de trafic. On ne sait pas qui sont les auditeurs derrière. Donc, de dire qu'on a 10 millions d'écoutes, super, mais qui sont les gens ? Et donc, quand je veux vendre un parfum ou une voiture, ça ne s'adresse pas du tout à la même cible. Donc, les attentes en agence sont bien supérieures à ce qu'on est en train de discuter là. Et est-ce qu'on avance sur ce chantier-là ou c'est pas ? encore un autre chantier qui est un peu plus compliqué encore, qui est de faire fusionner en fait de la 126 000 telle qu'on l'appelait avant, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, avec Global Radio, qui est la mesure de tout l'audio digital. Parce qu'à un moment donné, quand les agences nous disent nous on veut calculer un plan média et faire un apport de couverture avec l'audio digital, ça veut dire que dans le même outil, on est capable de dire, voilà, tu prends un plan FM avec cette couverture en audio digital, avec du Spotify, avec du ceci, cela, quoi. Et ça n'existe absolument pas. Et tant qu'on n'aura pas cet outil ultime qui permet effectivement aux agences de dire, non, moi je veux acheter du RTL que en ligne, pas la FM, et puis du podcast, et puis panaché à partir d'outils qui permettent justement de faire des modélisations. Donc là, on aura vraiment un outil puissant et les agences nous disent on achèterait beaucoup plus d'audio digital si on avait cet outil-là. Et les pubs auraient une autre allure. Toute l'économie, je pense, dans la salle se porterait différemment. Hein. Donc il y a un intérêt important, essentiel, à savoir se mettre d'accord sur ces études, sur qui les porte, Médiamétrie ou un autre, et de dire il faut rapidement atteindre ce niveau-là, parce qu'aux États-Unis, le marché de la publicité est totalement différent. Il y a le marché de la FM qui est disjoint du marché du en ligne, donc, alors qu'en France, les deux sont interpénétrés. C'est pour ça que ça pose des problèmes. Lorenzo, sur cette question, un point de vue ou... Non, je crois que l'essentiel a été dit. Oui, nous, on est adhérents aussi du GEST et avec Katia Sanro qui était là ce matin, je crois, on est aussi tous les deux adhérents au GEST et on est tous les deux vice-présidents du PIA
notre président étant Joël Renez. Et dans nos différentes commissions, on a aussi cette mesure-là. Non, il n'y avait pas de sarcasme. Hein, on a aussi cette commission, on a une commission sur la mesure d'audience et c'est clé, comme tu le disais, parce que c'est très important pour crédibiliser nos discours vis-à-vis des annonceurs, pour faire des reportings de nos opérations spéciales et surtout quand on les amplifie avec de l'achat média, que ça soit parce que nous aussi on achète du host trade pour nos clients ou on peut acheter la programmatique pour amplifier. Et c'est vrai que si on ne peut pas être en mesure de donner des reportings qui sont carrés et qui sont aussi doublés d'une data fine, c'est beaucoup moins intéressant pour eux. Voilà, on pourra toujours se draper derrière le brand content et l'impact, etc., ou la communication, ou les vues, ou enfin ce qu'on veut. Parce que aussi, l'amplification ne se fait pas que sur l'audio, elle se fait aussi sur la vidéo. Donc sur la vidéo, on retombe un peu sur nos pattes. Mais voilà, c'est je pense, une priorité. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Faites-moi signe, levez la main et je vous passe le micro. Et je vous demanderai il y a un micro qui arrive. Je vous demanderai de vous présenter rapidement et de préciser, si vous le savez, à qui vous adressez la question. Bonjour, Yann Le Garçon de Radio Player France. J'avais une question pour Virginie. Concernant le modèle freemium de Sibel, je voulais savoir quel était le but de ce modèle freemium. Est-ce que c'était dans une logique d'ouvrir le catalogue de Sibel à plus de personnes, des personnes qui n'auraient pas forcément téléchargé une application payante, ou alors est-ce qu'il y a un but derrière de monétisation des contenus par une autre source de revenus que l'abonnement? Alors, comme je disais, nous, on ne fait pas du tout de modèle publicitaire, donc pas du tout. Absolument pas, et c'est pas du tout la volonté, et c'est pas dans l'ADN en fait de Sibel et parce que une fois encore, moi je crois pas qu'il y ait ça peut être de l'incrémental hein, évidemment, mais je pense pas que ça soit ce qui va permettre en fait aux créateurs réellement de monétiser, enfin de rentabiliser en tout cas leur création. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ce que je disais, c'est que nous, qui est-ce qu'on écoute avant tout, c'est nos auditeurs. Donc, nos auditeurs, eux, ce qu'ils attendent d'une plateforme comme Sibel, c'est et pourquoi est-ce que jusqu'ici ils étaient uniquement payants? Parce qu'avant c'était du hard paywall. Hein, quand on arrivait sur Sibel, on n'avait pas du tout d'expérience autre que celle de payer pour avoir accès à la totalité du catalogue. Or, ils avaient donc accès à nos créations originales, à toutes nos exclusivités, etc. On est limité à la totalité du catalogue. Sauf que ces utilisateurs, on les écoute et ce qu'ils nous demandent, c'est de dire, nous, l'expérience en fait sur Sibel, c'est la meilleure expérience. Et donc ça, on le voit aussi. Et donc on le compare, c'est Acast qui avait lancé une étude sur le sujet. Alors évidemment, nous, on n'y est pas. Mais je peux vous dire, nous, une personne chez Sibel, en moyenne, elle écoute 14 contenus par mois sur Sibel. Sur Spotify, aujourd'hui, c'est 2,6 par mois et on est à 8, 2,6, ouais. Sur Apple Podcast, on est à 8. Pardon, 2,6, c'est musique et podcast confondus? Non, c'est podcast. Uniquement podcast. Non, podcast. Uniquement sur du podcast. Donc, il y a un véritable engagement parce qu'il y a, et j'en reviens à l'expérience utilisateur, la découvrabilité, voilà. Donc, tout ce qui fait qu'on a justement cet engagement de nos utilisateurs sur la plateforme. Or, ils nous disent, voilà, je sais pourquoi je suis abonné à Sibel, c'est formidable tous les contenus que vous avez. Pour autant, j'ai aussi envie d'écouter sur une seule plateforme et de ne pas sortir pour aller sur Apple Podcast ou sur Spotify pour aller écouter ce qui est disponible partout gratuitement par ailleurs. Donc ça inclut tous les replays de radio, ça inclut tous les contenus qui sont disponibles par ailleurs, que ce soit du PIA, donc de chez Paradiso ou autre. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait des accords de distribution avec Radio France, avec TF1, avec France Télévisions, avec tout le PIA. Et donc, on a signé en fait des accords de distribution pour pouvoir satisfaire en fait nos utilisateurs sur la plateforme et donc qu'ils puissent. C'est pour ça que je parlais plutôt d'une plateforme de référence pour les utilisateurs sur laquelle ils vont pouvoir retrouver tous les contenus et donc voilà, et donc ils vont pouvoir profiter de cette expérience qui leur est offerte sur Sibel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonjour, Maxime Maton, producteur indépendant. Une question pour Virginie sur la monétisation. J'ai pas bien compris, par exemple, quand tu achètes à Paradiso une production, tu payes 100% de la prod, ou peut-être que c'est une coprod. Est-ce que tu gardes des droits sur le catalogue ou pas? Et après, du coup, tu disais tu reverses 70% de ton abonnement au producteur? Alors, quand je fais une copro
avec Paradiso, puisque nous sommes en coproduction avec Paradiso et avec toutes nos prods avec lesquelles on fait de la création originale. Je vais payer effectivement 100% pour avoir cette exclusivité chez moi. Est-ce que tu gardes après les droits sur le catalogue ou pas? Et donc nous sommes en copro, donc par conséquent, nous avons les droits ensemble. Et tu payes aussi d'ailleurs 70% sur l'abonnement? Non, je ne paye pas 70% sur l'abonnement. Je ne reverse pas 70% sur l'abonnement. Ce sont sur les. Mais non, parce que ça, je l'ai déjà payé à 100% en fait. Donc, ce sont sur les autres contenus qui sont disponibles pour les abonnés. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les contenus de chez Paradiso sont chez Sibel, avec la possibilité d'ailleurs d'en mettre en exclusivité chez Sibel, mais ça, ce ne sont pas en fait des créations originales qu'on a faites ensemble. Ce sont les créations que fait Paradiso et il va avoir sa stratégie de distribution justement, où il va pouvoir, mais ça je laisserai plutôt Lorenzo parler de sa stratégie de distribution, où il va pouvoir diffuser sur toutes les, en hyper distribution, c'est quand même la thématique d'aujourd'hui, sur toutes les plateformes, inclus chez nous. Nous en fait, quand on est abonné Sibel, on n'a pas la pub. Donc, c'est sur ces contenus-là où je vais reverser 70%, puisqu'il retire la pub, en fait, de ces contenus, de ces créations à lui, qui vont être disponibles pour les abonnés Sibel. Et donc, c'est là qu'il y a un partage de revenus. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair. Si, non, c'est bon, j'ai compris. Tu veux compléter? Si tu veux compléter, Lorenzo. Après, tu as les droits audio et les droits dérivés. Donc, c'est aussi peut-être une partie de ta question, je ne sais pas. Mais donc, évidemment, ce contenu reste attaché à la plateforme Sibel. C'est de la même manière, d'ailleurs, quand on fait une exclusivité pour Amazon Music. Je dis ça parce que je vois Sarah dans la salle. Donc, je fais mon faillot. Et du coup, on va céder la totalité des droits audio. Donc ad vitam aeternam, quasiment le contenu sera la propriété de Amazon Music ou de Sibel pour une diffusion exclusive sur cette plateforme, ce qui n'empêche pas les sociétés de prod ou les talents individuels ou les sociétés, quel que soit le pouvoir de négo que tu peux avoir, de pouvoir avoir d'autres revenus qui sont liés à l'exploitation dérivée de ces contenus. Donc, si demain, il y a une exploitation, je sais pas, on adapte, d'ailleurs, c'est le cas, avec Chosen, une de nos premières séries qu'on a fait chez Sibel, on a une société de Media One qui a acquis les droits de la série pour en faire une fiction, et Sibel et Paradiso vont toucher sur l'exploitation de cette série, audiovisuelle. Voilà, audiovisuelle. De la même manière, s'il y a une exploitation littéraire, ça va être la même chose. Voilà. Question fond. Oui, bonjour. Du coup, Anthony Fournier, je suis éditeur audio chez Bayard. Et je voulais savoir, vous avez parlé aussi de la question de l'audio et du livre audio intégré dans les offres de podcast, entre guillemets. Et comment vous différenciez ça dans l'application? Est-ce que c'est perçu par les consommateurs comme quelque chose de différent? Et après, sur la partie monétisation, est-ce que vous le traitez de façon spécifique ou pas? Non, d'accord. Alors oui, on a du livre audio sur Sibel. Maintenant, pour être tout à fait honnête, sur le livre audio qu'on met à disposition, on est plutôt sur des œuvres qui sont dans le domaine public. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation sur tarifaire. Donc, quand on paye nos 3,99 € par mois, on a accès réellement en illimité à la totalité du catalogue. Et donc, sans différenciation, que ce soit du podcast, de la création originale, de la licence, du livre audio. Voilà, c'est vraiment de manière tout à fait... c'est en illimité, quoi. Donc on a tout là-dessus. C'est un modèle qu'on est justement en train de faire évoluer parce que c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien. Et donc, quand je parlais de référence aussi, l'audio parlé, évidemment, le livre audio fait aussi partie de ce paysage et de cette richesse qui est offerte par l'audio. Et donc, il y aura effectivement un traitement particulier sur un abonnement Sibel Books. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, pour refermer, peut-être une toute dernière question pour chacun de vous. Si on se retrouve dans un an pour la prochaine édition du Paris Radio Show, et si tout va bien, qu'est-ce que vous me raconterez dans un an, si tout va bien, du point de vue des éditeurs et du point de vue des plateformes? Qu'est-ce qui se sera passé?
Je Alice. commence. J'espère on pourra le dire, on aura une hyper-distribution maîtrisée, contrôlée, qu'on aura des accords avec tout le monde et on travaillera tous ensemble, ce sera génial. Et non, j'espère surtout que du côté de la monétisation, ça évolue vraiment pour qu'on puisse tous continuer à faire ce qu'on fait et qu'on puisse continuer à s'amuser sur les contenus, parce que ça reste quand même ça le principal, c'est vraiment le contenu. Et voilà, donc j'espère sincèrement que dans un an, on aura beaucoup évolué à ce niveau-là, sur toute la partie monétisation. Xavier. Au-delà de la monétisation qui est essentielle, c'est d'avoir inventé des services toujours plus innovants pour garder la radio aussi riche et aussi intéressante, même si elle est soi-disant passive et linéaire. En fait, on peut faire plein de choses avec. Nous, on a lancé une petite expérimentation autour du jeu sportif sur un flux live. Donc, on est capable de jouer, de parier sur des actions de jeu sur un match de baseball, par exemple. Donc, ce qui est censé pas être possible puisque c'est linéaire, donc on n'a pas de point d'accroche. J'écoute la radio au volant La de ma retransmission, voiture. absolument. Et je peux parier sur le fait que Benzema va mettre le penalty. C'est ça. Donc, ça a été présenté à Las Vegas au NAB Show il y a 2 mois, dans une voiture d'ailleurs, une Polestar 2 sous Android Automotive, donc dans notre application voiture. Mais on peut faire plein d'autres choses, de gaming, de couponing, de ticketing, de plein de choses, donc à créer avec les radios, et puisque c'est une vraie interaction forte entre les contenus et le service. Donc ça ouvre beaucoup de possibilités. Et donc je pense que garder ce contact riche avec l'utilisateur, c'est aussi lui apporter des services soit intéressants, soit divertissants. Virginie, si tout va bien, dans un an, vous venez nous raconter quoi? Alors, 1 an dans le monde du podcast, c'est des années chiens. Hein. Donc, on est plutôt sur 7 ans. Ça va très, très vite. Et objectivement, moi, quand j'ai commencé Cybelle, l'aventure Cybelle, c'était il y a 3 ans et il s'est passé 20 ans. Je dis pas ça pour moi. Mais quand même, non, mais tout va extrêmement vite. On en est encore au début, finalement, de cette industrie qui est en train de se structurer. En 3 ans, ça a déjà fait une évolution incroyable, qui croît énormément. On peut avoir une analyse vraiment sur toute cette croissance où on va imputer un coup sur le Covid, où il y a eu énormément de consommation et de découverte en fait de ce format, de ce médium en fait. Et ensuite, techniquement, oui, je pense qu'il y a énormément encore à faire. On a déjà évoqué le sujet sur les flux RSS, sur tout ça. Donc voilà, il y a encore énormément à faire sur les formats. Aussi, et ça c'est génial parce que justement il n'y avait pas autant, on parlait de la radio, mais aujourd'hui il y a des producteurs, il y a de plus en plus de studios qui apportent des formats hyper innovants et donc voilà, moi c'est avant tout la création, c'est comment est-ce que cette création va continuer à s'éclater et à nous éclater sur des contenus qui vont être hyper innovants, comment est-ce que on va réussir à les financer pour qu'ils puissent vraiment s'éclater dans ces contenus et continuer à nous raconter des histoires. Et Lorenzo, pour le mot de la fin? Moi, je dirais 2 choses. Plus de circulation, plus de global en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu comme les producteurs audiovisuels scandinaves il y a 20 ans. C'est-à-dire que notre marché est tellement petit qu'il faut aller ailleurs. Parce que sinon, en fait, c'est compliqué de financer des contenus. Donc nous, c'est notre stratégie et c'est pour ça qu'on est international. Donc on fait circuler nos formats. On a un format qui est sélectionné à Tribeca, un prestigieux festival à New York dans 2 semaines, un format de fiction pensé en France, fait avec des comédiens et des autoristes américaines en adaptation. Donc je pense qu'il faut faire circuler les formats, il faut faire des coproductions aussi. C'est ce qu'on fait en ce moment avec des studios en Europe, des studios allemands, des studios scandinaves, des studios espagnols, pour avoir des programmes en fait qui sont mieux financés et qui voyagent plus, et qui sont pensés pour ça en fait. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé des plateformes digitales, mais je pense que, et si on regarde ce qui se passe en Angleterre, par exemple, la plupart des studios indépendants travaillent avec la BBC, travaillent avec les radios, sont des fournisseurs. Il y a, je crois, 20 ou 30% des contenus produits et diffusés sur la radio BBC qui sont produits par des indépendants. Et je pense qu'en France, c'est la même chose. Enfin, c'est ce qui va se passer. En Scandinavie, c'est la même chose. La radio scandinave, elle fait appel à des studios, et donc on doit aller chercher ces marchés-là aussi en tant qu'éditeur
pour aller enrichir les grilles des radios linéaires, parce qu'en fait, on fait du contenu audio. Et on voit comment les plateformes digitales dans l'audiovisuel ont enrichi aussi les écritures audiovisuelles traditionnelles. Et je pense que c'est ce qui va se passer aussi. Donc voilà, c'est un peu ces deux points-là avec mon regard d'éditeur. Et voilà. Et merci donc. Et merci Alina d'avoir chargé mon téléphone dans la conférence. J'avais promis de faire un placement de produit. Eh bien, merci à tous. Merci Lorenzo donc, pour le studio Paradiso. Merci Virginie pour la plateforme Sibel, Xavier pour Radio Line et Alice pour le groupe M6. Merci à vous d'avoir écouté et posé des questions. Et merci à vous derrière la console.